Bienvenue à tous, bienvenue à toute loi d'habilitation rejetée à l'Assemblée nationale, refus de lever des immunités au Sénat, 49 sénateurs contre, 46. C'est donc la décision qui est tombée en faveur de Matata Ponyo. Et puis voilà, ce refus d'élever des immunités au Parlement et surtout au Sénat, le rejet de la loi d'habilitation, je reviens pour plus de précision, coup de sang ou tout simplement besoin d'indépendance au niveau du Parlement. La question est sur la table, on va tenter d'y répondre avec les invités. L'autre sujet d'actualité, c'est le changement en Israël, quelles implications dans le monde et particulièrement en République démocratique du Congo. Et le dernier sujet, c'est donc les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, au-delà de la visite de la sous-secrétaire d'État américaine en séjour à Kinshasa. 4 invités pour aborder ce sujet. Fumuntoto Basanga, troisième voie. Vous gardez votre pied à l'union sacrée? Absolument. Alors et puis nous avons Richard Mpinda, UDPS. Nous avons également, ça c'est maintenant à ma droite, Jimmy Kitenge, cadre PPRD. Bienvenue Jimmy. Merci beaucoup, très cher. Je crois que c'est la première fois que je vous reçois. Oui. Il y a eu des invitations qui ont été avortées, sinon aujourd'hui on est là. Ah bon, dans le bon, on a parlé hier la nuit. José Kimonyo Moutabazi, analyste indépendant, mais vous gardez votre casquette d'économiste. Enseignant d'économie, vous ne penchez pas souvent d'un côté ou d'un autre. Vous restez, mais par moment têtu, comment on dit, il y a un animal qui fait très mal, comment on l'appelle encore Un mangouste? Ah, mangouste. Mangouste. Certains disent vraiment, vous mordez, vous aménagez, vous faites par moment mal. On ouvre le débat avec le tout premier sujet. Le premier sujet, c'est la loi d'habilitation à l'Assemblée nationale rejetée, refus d'élever des immunités. Le Parlement, coup de sang ou tout simplement besoin d'indépendance. Je préfère qu'on commence par Fumuntoto Basanga. Les deux, parce que premièrement, le Parlement est avant tout une institution politique qu'elle n'est législative. On appelle ça pouvoir législatif. Mais le pouvoir législatif, avant d'être constitué, il y vient des états-majors politiques. Même s'il y a des gens qui se disent indépendants, mais je pense que ça pose problème parce qu'ils finissent par aussi se retrouver dans des groupes parlementaires. Ça veut dire qu'ils subissent aussi la ligne politique des états-majors politiques. Et donc, tout comportement politique, pour ou contre, avant de voir la loi au Parlement, il faut l'analyser d'abord politiquement. La première chose, je suis de l'Union sacrée, mais il s'est posé un problème. Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, nous sommes réunis avec la conciliation de vues entre le parti de la gauche, la droite et nous, la troisième voie du milieu, et que nous avons ensemble trouvé des valeurs et que surtout de ces valeurs-là, avec les idéaux, que nous avons décidé d'aller vers le président de la République. Chacun de nous, membre du FCC hier, aujourd'hui membre de l'Union sacrée, membre du CACH hier, aujourd'hui membre de l'Union sacrée, c'est les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le président. Si les uns sont partis à cause des postes et que maintenant, après la sortie du gouvernement, tout le monde ne s'était pas retrouvé, est-ce qu'ils vont garder la même allure? Ça va se témoigner dans les votes de loi, acceptation ou pas des réformes au Parlement. Après, est-ce que réellement Joseph Kabila a perdu sa majorité au Parlement et il a perdu pour 5 ans sur le reste de temps? Si oui, on verra la fidélité de cette union sacrée autour du chef de l'État. Sinon, on va trouver que autant l'FCC-CACH était un accord de salon qui n'avait pas de fondement juridique,
autant l'union sacrée n'a pas une nature juridique, et donc les mêmes causes peuvent causer les mêmes effets, provoquer les mêmes effets, et demain on peut se retrouver encore en chambardement. Troisièmement, est-ce que l'UDPS, la façon dont il traite Pendant ce temps, notre réalisateur Jocelyn Toumba va donc revoir cette thématique pour que nous sachions que nous sommes entre les deux chambres du Parlement. Justement. Et nous ne sommes pas seulement au niveau de l'indépendance des députés nationaux. C'est très important. Justement. Jocelyn Toumba. Oui, vous continuez. Est-ce que la façon dont l'UDPS traite les alliés, est-ce que ça permet d'espérer que demain, cette coalition ou majorité au Parlement va être stable? Ça, c'est du point de vue politique. Est-ce que les députés qu'on a chantés hier, achetés, mal élus, corrompus, est-ce qu'ils ont été corrompus pour agir de cette manière ou ils ont agi avec le concours de leur conscience? Maintenant, parlons de la légalité de leur comportement. Quand on dit un droit d'agir, cela implique aussi un droit de ne pas agir. On ne peut pas dire que si un député vote pour la levée des immunités, c'est l'état de droit, il a bien fait, c'est la justice, et que s'il votait contre, c'est le contraire. Je crois que nous devons assumer la possibilité de reconnaître l'autonomie des députés qui peuvent voter contre ou pour. Mais lorsque vous votez contre la vision du chef de l'État, qui veut à tout prix triompher le peuple par l'état de droit, l'élévation de la justice, et que vous utilisez votre liberté, votre indépendance pour refuser une allure politique qui va entraîner des réformes dans le sens de la vision du président que vous soutenez déjà. Maintenant, vous avez renoncé au soutien du président. Et comme vous avez renoncé au soutien du président ou de la vision du président, automatiquement, vous vous faites opposant dans votre indépendance de choix. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers là? Moi, j'aurais souhaité qu'effectivement, et puis vous voyez, lorsqu'on refuse la loi de réhabilitation, lorsqu'on refuse de livrer le Premier ministre Matata, c'est déjà un problème. Mais il y a la profondeur dans ce débat-là. 80% de nos sénateurs et, disons, de nos parlementaires sont des anciens gestionnaires d'hier, dans les régimes de 60 ans qui n'ont pas bien géré le pays. Était-il raisonnable que les sénateurs puissent dire, ou vrai ou faux? Nous savons bien sûr qu'en droit, tout est interpellé à la présomption d'innocence. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, s'il y a une bonne justice, Matata devant la barre, il peut s'en sortir. Pour ne prendre que des exemples, il a érigé un bon immeuble qu'on appelle immeuble intelligent. Mais c'était extra-budgétaire. Il n'y a pas eu l'autorisation de l'autorité budgétaire pour ériger cet immeuble-là. Il y a eu des avions, je ne sais pas, en Noiri tout comment. Ça n'a pas été budgétisé. Lorsqu'on parle de l'orthodoxie budgétaire, qu'il y a un Premier ministre qui a dépensé de l'argent de l'État, que cet argent ne répond pas au circuit budgétaire, est-ce qu'on peut parler de la bonne gouvernance? Ça, c'est tout un problème. Alors, je me pose la question de savoir, si parmi ces sénateurs-là, comme c'est le cas, j'imagine, il y a beaucoup de sénateurs qui savent que l'état de droit de Tshisekedi, est-ce qu'on peut les associer vraiment pour poursuivre l'état de droit? Je ne pense pas qu'on peut appeler tous les Balouba pour leur demander d'aller tuer les autres Balouba. Tous les Batétés là, pour leur demander d'aller tuer les autres Tétés. Voilà. Donc, beaucoup de sénateurs ont des dossiers judiciaires si nous sommes dans l'état de droit, et donc il ne pouvait qu'être logique qu'ils défendent leurs semblables. Nous prenons, on signale que professeur Tshilombaï, Jean-Claude est avec nous. Vous connaissez les spectacles sur nos artères à des heures de pointe. Professeur Tshilombaï, bienvenue. Merci, mais j'étais à ta porte depuis très longtemps. C'est vrai. J'ai toqué, personne ne répondait. Ah, voilà. Bon, toutes nos excuses. Nous avons Jimmy Kitenge. Quelle est votre analyse personnelle? Loi d'habilitation rejetée à l'Assemblée nationale et puis refus de lever les immunités parlementaires de Matata Ponyo pour ne prendre que ce cas. Le Parlement, coup de sang ou tout simplement besoin d'indépendance. Écoutez, cher Fabien, il était tout à fait normal que nous puissions vivre ce genre de scénario. Pourquoi? Parce que quand vous avez une majorité qui est acquise par la corruption et que demain, vous voulez dire aux mêmes députés de faire appliquer l'état de droit, déjà, sur le fond, il y a un problème.
il y a un sérieux problème. Je suivis un député, à l'occurrence Eliezer Ntambwe, qui s'est plaigné. Il s'est plaigné en disant qu'il n'y a pas de débat au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas de débat autour des questions de fond. Il n'y en a pas. Les débats n'existent pas. L'Union sacrée en question, c'est quoi sur le plan juridique? C'est juste une nébuleuse qui est là, où on ne sait pas discuter comment est-ce qu'on est en train de gérer cette Union sacrée. Qui gère l'Union sacrée? Qui est comptable au quotidien de cette Union sacrée? Donc, il y a énormément de problèmes. Mais au-delà de ça, vous êtes avec un partenaire. L'UDPS a une trentaine de députés. L'UDPS, mais avec des partenaires qu'ils ne respectent pas. L'UDPS, comment est-ce qu'ils sont en train de traiter les partenaires? Est-ce que c'est ce qui a poussé évidemment les sénateurs, les candidats? D'abord, le député commence à réfléchir. Ils ne veulent pas donner le pouvoir absolu à l'UDPS, sinon ils seront écrasés demain. Ils commencent à réfléchir. Les plus de 40 députés, sénateurs qui ont refusé de lever les immunités, là, ce sont les frustrations. Au Sénat, je vais aborder la question du Sénat. Je parle d'abord de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Les députés commencent à réfléchir qu'il ne fallait pas donner le pouvoir absolu à l'UDPS. Pourquoi? Parce qu'ils sont maltraités, tous les partenaires de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est de l'opprobre qu'on est en train de cracher sur Moïse Katumbi. À la crise de l'autre côté, dans l'est du pays, l'état de siège, c'est l'UDPS qui en tire la part de Lyon? Non, non. L'état de siège ne pose pas des problèmes sur le fond. Mais il faut nécessairement qu'on revienne au Parlement parce qu'il faut qu'il y ait une évaluation à mi-parcours. On ne peut pas dire qu'on va continuer on va continuer avec cet état de siège sans pour autant qu'il y ait une évaluation. C'est comme ça que les députés ont réfléchi dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, il faut voir comment est-ce qu'on traite ses partenaires. On traite mal Moïse Katumbi. On traite mal... Pourtant, Moïse Katumbi, c'est plus de 80 députés. On traite mal Vital Kamerhe. On insulte Bahati. Comment voulez-vous que ce député ne puisse pas réfléchir? C'est comme ça que Ntambwe Eliezer a dit qu'à un moment de la vie, ils ont avancé. Ils devaient faire une évaluation et il a dit qu'il n'y avait pas de débat au sein de l'Union sacrée sur les questions de fond. Mais quant à cette histoire du Sénat, vous voulez parler de l'état des droits, vous voulez parler de la démocratie, acceptez aussi que les sénateurs puissent jouer ces jeux-là de la démocratie parce qu'il est inconcevable que vous êtes dans un régime où un inspecteur général de finances puisse traiter les Sénats, une institution comme étant un refuge des voleurs. Et le lendemain, c'est le même sénateur qui vont lever les immunités d'un autre sénateur pour donner raison à celui qui a jeté de l'opprobre sur cette institution. Déjà, il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans ce sens-là. Mais cette situation ne nous surprend pas. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, nous en avons vécu avec Donald Trump. C'est ça même la démocratie. Aux États-Unis, nous en avons vécu. Nous en avons vécu à la Knesset, au Parlement israélien, avec Benjamin Netanyahu. Donc, ça ne devait pas nous surprendre. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que cette majorité, c'est une majorité colmatée. Ce n'est pas une majorité naturelle issue des élections. Mais j'ai suivi mon frère Fumutoto tout à l'heure ici en train de parler de la majorité. Il me dit qu'il nous dit ici que est-ce que Joseph Kabila contrôlerait encore cette majorité? Est-ce que nous allons écarter Joseph Kabila pour les restants du mandat? Non, il ne faudra pas réfléchir dans ce sens-là. Il faudrait plutôt comprendre que la majorité se dégage dès au sortir des élections. Mais quand vous voulez bricoler une majorité à mi-parcours, ça pose des problèmes. Deuxièmement, il a parlé de Matata. Il dit que non, Matata nous a construit l'immeuble du gouvernement, il a acheté les avions avec de montants extra-budgétaires, tout ça. Mais il ne faudra pas oublier que... Non budgétisé. Non budgétisé. Il ne faudra pas oublier que le programme 100 jours nous a sorti 480 millions de dollars non budgétisés. Un programme qu'on a présenté dans la rue, là-bas à Limité. Il ne faudra pas oublier tout ça. Donc ça veut dire que si vous voulez faire la justice sélective, où vous attaquez les autres pendant que dans votre propre maison il y a un problème, ça veut dire que vous allez faire réfléchir les autres autrement. Donc il y a un sérieux problème de la manière dont l'IDPS au pouvoir est en train de gérer les pays et ses partenaires. Il y a un sérieux problème. Ok. Nous allons prendre... Monsieur Mpinda, vous avez une réaction rapide après avoir écouté M. Kitenge. Professeur Tshilumba, on le prendra plus, au-delà de sa casquette politique, plus comme un juriste, un professeur de droit à l'université de Kinshasa. Il va nous éclairer sur beaucoup de points, parce que même le procureur général, il a actionné une démarche qu'on va évoquer tout à l'heure. UDPS, Mpinda. Je me réjouis de la réaction de tout à l'heure, surtout vers la fin quand il dit... assez rapidement. Il essaye de faire un parallélisme entre les États-Unis, entre l'Israël et la République démocratique du Congo. Je relève tout simplement que mon ami Jimmy Kitenge, il nous fait entendre qu'il y a une évolution.
C'est-à-dire, à une certaine époque, députés, sénateurs ne fonctionnaient que sur base de mots d'ordre. C'est-à-dire qu'un individu détenait toute la pensée d'une structure qui était constituée des professeurs et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il toussait et les autres ne faisaient qu'exécuter, il n'avait pas la liberté de penser. Alors vous dites que la vraie démocratie maintenant, c'est au Parlement, à travers le refus, le rejet de la loi d'habilitation et à travers le rejet de la loi d'habilitation et le refus d'élever les immunités de Matata. Je voulais tout simplement dire que la vraie démocratie, c'est le respect du principe de la séparation de pouvoir. Oui. C'est-à-dire que chaque pouvoir exerce librement et indépendamment ses prérogatives. Je vous prends la loi d'habilitation par exemple. Oui. Nous sommes dans une situation telle qu'il faudrait éventuellement attribuer les prérogatives du pouvoir législatif au pouvoir exécutif pour éventuellement permettre de pouvoir gérer, l'état des sièges. Eh bien, les députés, libres qu'ils sont, ils se sont exprimés et nous devons en principe encourager cela. Mais c'est là... Vous encouragez, donc on ne va plus poursuivre Matata et tant d'autres sénateurs ou parlementaires qui sont mis en cause ou dont la gestion a été mise en cause dans le passé. Et éventuellement, vous, l'Union sacrée qui croyait avoir tout pris, mais on constate que ce Parlement peut lui jouer aussi un contre-coup. Vous savez, la dernière sortie médiatique du chef de l'État, il a fait cette déclaration pour dire « Ne me considérez pas comme une autorité morale ». C'est pour dire tout simplement que la liberté de penser est garantie au sein de la majorité, au sein de l'actuelle majorité, c'est-à-dire de l'Union sacrée. Je reviens par rapport à cette question. Vous savez, abusivement, on commence à mettre en cause Bati Lukwebo pour dire, voilà, tous les sénateurs devaient lui obéir comme des brebis dans une bergerie. Pourquoi ? Je voudrais mettre une opinion là-dessus et je vous demanderai de me laisser acheminer librement ma pensée. Lorsque vous m'interrompez chaque fois... Je fais des relances. C'est bien de faire des relances, mais il faut me laisser suffisamment... Dans une messe de requiem. Mais laissez-moi le temps de m'exprimer librement. Et puis, je veux m'attarder beaucoup plus sur cette situation du Sénat. Vous savez, le droit, c'est un vaste champ. Ce n'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, que les députés se sont exprimés pour dire non à la levée des immunités de Matata Ponyo, eh bien, les sénateurs se sont décidés en fait de lever les immunités de Matata Ponyo, que le droit c'était. Vous savez, lorsque l'on dit que le droit c'est un vaste champ, c'est pour tout simplement dire, considérer que la procédure continue. Je vais vous prendre une illustration. Vous savez, je me réjouis d'abord de ce qui est arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, plutôt au niveau du Sénat, tout simplement parce que les députés se sont exprimés librement. Pourquoi on en veut à Matata, plutôt certains en veulent au sénateur, au président du Sénat, tout simplement pour deux raisons. Vous allez vous rendre compte que de l'entrée du jeu, lorsque le procureur a adressé son réquisitoire au président de l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée par qui la plénière s'est prononcée pour la première fois, le président du Sénat ou le bureau du Sénat s'est permis d'apprécier la compétence de la juridiction qui devait, en principe, entendre Matata Ponyo. Ça, c'est déjà une violation du principe, tout à l'heure, je l'ai dit, de la séparation de pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne revenait pas, puisque, vous savez, si vous lisez la Constitution de la République, il est clairement établi que la compétence est l'attribution, c'est-à-dire que la compétence d'apprécier la teneur d'une juridiction est dévolue aux seules juridictions. Et voilà. Monsieur Sekimognon, comment vous regardez les choses? Une révolution au niveau d'un Parlement entièrement union sacrée, ou à majorité union sacrée, ou c'est un chantage pour dire nous avons attendu des postes, on ne les a pas obtenus au gouvernement central. Maintenant, vous nous avez dit que ça ne devait pas traîner pour les entreprises, ça traîne, et puis vous raflez les beefsteaks. Vous nous raflez les beefsteaks pour certains qui font les affaires dans l'est du pays ou dans toute la partie orientale. Maintenant, on va commencer à vous mettre du sable dans la machine. Quelle est votre lecture personnelle? Moi, je regarde deux points dans cette analyse. Premièrement, je dis
on devait s'attendre pour le Sénat à cause du système de sélection. Ils n'ont pas été élus directement par le peuple. Ils n'ont pas de comptes à rendre au peuple. Ils n'ont pas de programme socio-économique et tout ça. Et je vois même au Parlement, il y a un chantage. Mais au fond de compte, le plus grand danger... Parlement chantage, donc Assemblée nationale chantage, Sénat, ce sont des gens qui sont élus par d'autres électeurs, les grands électeurs. Et surtout, la plupart qui sont allés là-bas, c'était pour les immunités. On sait que beaucoup ont payé beaucoup d'argent pour jouir de l'immunité. C'est une ville de refuge. Des refuges. Mais le grand danger que je vois, c'est beaucoup plus socio-économique. Je vois, tant qu'ils sont en train de se battre sur le plan politique, on peut pas, il n'y a pas de programme socio-économique où ils sont en train de se battre. Je ne vois pas un agenda où peut passer les grands programmes socio-économiques. Même quand on a rejeté la loi d'habilitation. C'était pas, je ne trouve pas quelque part une essence pour dire ça a un impact socio-économique dans la région. Alors, tant que ces deux chambres se basent encore autour seulement de la loi ou de la politique, on doit garder notre souffle jusqu'à 2023. On ne peut pas dire que cette assemblée va pousser, va changer le social du Congolais, parce que ce n'est pas leur priorité. Et ça, c'est mon analyse. Donc, le rejet de la loi d'habilitation est un événement, et ensuite au Sénat, ces gens, ils ne rendent compte à personne, sauf aux grands électeurs peut-être, donc ils ont intérêt à se protéger. Ouais. Professeur Tshilumbayi, votre analyse personnelle en tant que politique et puis en tant que professeur de droit. Bon, moi j'ai suivi le débat. Sans oublier que le procureur général vient de saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 107 de la Constitution. J'ai suivi le débat, je trouvais un esprit de compétition dans le chef du Sénat. Tout ce que je peux rappeler, c'est que si c'est une bataille qui continue, elle ne pourrait tourner qu'en faveur du procureur général. Parce que non seulement qu'il a des moyens à long terme et à court terme, mais aussi que les caractéristiques particulières de l'immunité dont sont porteurs les sénateurs ne leur permettent pas d'échapper définitivement à cette traque sous-entendue de la justice pour d'innombrables crimes économiques qui ont été commis dans le passé. Lorsque vous faites la comparaison entre cette immunité et une autre qui présente des caractéristiques bien contraignantes par rapport à la protection qu'elle offre, l'immunité diplomatique, qui est par exemple, on la présente comme absolue, elle est totale, elle est inconditionnée, elle est d'ordre public et définitive. L'immunité dont sont porteurs les sénateurs, c'est une immunité tout simplement fonctionnelle. Et que lorsque vous lisez même la Constitution, vous vous rendrez compte qu'elle n'est destinée à ces sénateurs que pour les protéger en temps de session. Ce qui implique plus ou moins que... Au-delà pendant les vacances parlementaires, pendant les vacances, ils sont pas à l'abri. Les vacances parlementaires, ils sont à l'abri. Mais là, c'est l'alinéa 2. Je vais y revenir pour vous tenter d'expliquer sa portée. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que pendant les vacances, ce vote majoritaire qui s'est dégagé aujourd'hui pour protéger Matata ne sera plus de mise parce que les pouvoirs de la plénière sont totalement dévolus au bureau du Sénat, ce qui réduirait beaucoup plus de marge de manœuvre du bureau du Sénat par rapport à la clameur publique et à la pression de la population qui s'en suivra, du fait qu'il y a quand même des faits graves qui, nous les entendons, qui sont graves, qui ont endeuillé le pays. On parle de 470 millions de dollars. On vous dit qu'il n'y a que 80 millions qui ont été dépensés. Les autres ont été logés dans un compte en Afrique du Sud. Les gens se sont partagés. Ça, c'est du point de vue juridique. J'imagine que la bataille aboutira en faveur du procureur général. L'autre argumentaire que j'ai suivi chez certains sénateurs, c'est de dire... Mais il y a séparation des pouvoirs. C'est de dire... Le Parlement a pour mission prioritaire légiférer. Le Parlement n'est-il pas en train de faire son boulot? L'autre objection que j'ai suivie, c'est de dire, écoutez, le procureur général n'a pas respecté les procédures. Cela aurait conduit les sénateurs à rejeter
cette demande de levée d'immunité, comme quoi il souhaiterait qu'il harmonise. Non. La question des procédures en matière judiciaire, c'est une question, elle est d'ordre public. D'abord, il faut noter que son appréciation relève du seul pouvoir du juge. Il n'y a pas de raison ici que le Sénat s'érige en juge de conformité des procédures dans l'administration de la justice. Donc, c'est un faux fouillant. Ceux qui disent que le Sénat s'est érigé en sanctuaire ont raison. Et je crois que davantage, ils sont en train de donner une nouvelle vision au parquet, dans ce sens que, vous voyez, par exemple, tous ces gestionnaires, si eux-mêmes ils avaient respecté la Constitution en déclarant leurs avoirs, par exemple, en entrant et en sortant, ça aurait déjà permis, par exemple, au parquet d'enquêter déjà sur l'enrichissement illicite, mais aussi, si le parquet était attentif, avant qu'il ne reprenne les mandats des sénateurs, pour du moins ceux qui avaient géré un peu avant, on aurait résolu le problème. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que le parquet a saisi la Cour qui va donner son interprétation. Voilà pourquoi lorsqu'on veut que tous les pouvoirs soient souverains, le juge va exprimer aussi sa souveraineté parce qu'il va donner son interprétation à la question de savoir est-ce que l'immunité dont sont couverts les députés est un sanctuaire du crime ou elle leur est offerte pour protéger leurs fonctions afin de leur permettre de fonctionner en toute liberté et en toute indépendance. Voilà. Et dès que la Cour aura ainsi décidé, il faut que de la même façon que nous avons noté que le Sénat a agi dans sa souveraineté comme chambre du Parlement, que l'on constate que la Cour aura aussi agi dans sa souveraineté comme juge. Et cette fois-là, il ne faut pas qu'on s'en plaigne par la suite. Mais au plan moral, moi j'ai suivi le sénateur Matata. Revenant de la Guinée où il s'est trouvé, il a écouté son séjour, clamant publiquement qu'il revenait pour affronter la justice de son pays. C'est civilisé, c'est une marque de civilisation, un caractère républicain par ailleurs. Lorsqu'on arrive ici pour affronter la justice de son pays alors qu'on se sait innocent, on multiplie des subterfuges et même dans son allocution où il présente cette demande de levée de l'immunité comme un débit de quelque chose contre les sénateurs et il tente même de dire attention, si vous me livrez, ça ne s'arrêtera pas à moi. Donc vous comprenez que la solidarité cette fois-là ne dépend plus de prérogatives constitutionnellement acquises au Parlement, merci, mais plutôt d'un fait sociologique qui veut que comme dans l'intention de cette élection tronquée des sénateurs qui a fait qu'ils se retrouvent là-bas, cette même intention demeure. Seul de se soustraire, en effet, du pouvoir de la justice. Dernier tour de table, du moins pour ce sujet. Des voix s'élèvent, comme le président Félix Tshisekedi, il y a plusieurs mois, voilà, et tant d'autres Congolais, pour demander que, en 2023, que les sénateurs et les gouverneurs soient élus au suffrage universel direct. Votre analyse personnelle et par rapport aux interventions de vos co-débatteurs, un point de vue, et puis nous terminons ce sujet très rapidement. Nous avons toujours dit que le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et nous avons toujours réaffirmé notre engagement en pensée politique en disant que si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Si nous disons que c'est le suffrage universel qui fait défaut pour le Sénat, mais est-ce que nous avons un bon exemple de nos députés qui sont élus au suffrage universel direct? C'est ça le problème. Le problème, c'est que ceux qui ont participé à la gestion 60 ans ont des dettes vis-à-vis de l'État congolais et qui ne vont jamais souhaiter l'avènement d'un État de droit. Parce qu'il y a des intérêts et des choses à protéger. C'est seulement avec ce que nous venons de découvrir qu'il y avait des gens qui avaient des 2 millions de dollars en poche, des 100 millions de dollars, c'est devenu comme des petites sommes. Mais pendant tout ce temps qu'on ne savait même pas que ces histoires existaient. Vous voyez l'impression que ça donne, c'est comme si l'IGF est créé aujourd'hui, alors que c'est un service public et qui existe depuis toujours. Je vous dis qu'il s'agit ici de la guerre du mal contre le bien et du bien contre le mal. Il faut que le président de la République d'aujourd'hui, de demain, puisse avoir une équipe acquise à la cause juste. Oh, il s'est fait voir que
Les Mobutistes sont devenus joséphistes, les joséphistes sont devenus kabylistes, n'ont pas changé, mais se sont positionnés, pas pour changer les choses, mais pour se protéger. Là, vous êtes dans la troisième voie. S'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît. Je dis bien, c'est troisième voie moralisatrice. Non, pas moralisatrice. Avec un accent sur l'éthique. Justement parce que sans l'éthique, sans la discipline, sans l'économie, comme M. Kimon l'a dit, on ne va pas se développer. Mais je réponds quand même à l'autour de la table. J'ai contredit mon frère qui est... Mpinda, oui. Mpinda. Non. Notre constitution a intégré dans son économie certaines dispositions de la loi qui étaient des principes généraux qui sont devenus des articles. Par exemple, l'article 19 de la Constitution dit « Ni ne peut être soustrait contre son gré du juge que la loi lui assigne ». En ce moment, l'interprétation de dire au juge que non, vous n'êtes pas mon juge naturel, par exemple, ne revient plus au juge, c'est à la personne qui subit une mauvaise... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, quand j'étais arrêté injustement à l'Odja, le procureur ne savait pas que je ne suis pas justiciable de son niveau. Mais quand je lui ai fait exhiber l'article, c'est alors qu'il m'a laissé. Donc je ne pouvais pas attendre qu'ils interprètent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'article 28 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à un ordre manifestement illégal. Et la ligne qui suit dit l'obligation de prouver l'illégalité incombe à la personne qui refuse d'obéir à l'ordre. Donc le Sénat, tout en disant que est-ce que vous êtes juge de Matata, sénateur, vous, ou de cassation, le Sénat n'a pas péché et n'a pas marché sur le pouvoir de l'autre. C'est mon point de vue. Deuxième, je réponds à mon frère Jimmy Kitenge. J'ai dit que Matata est un mauvais gestionnaire et que s'il a peur de la justice, parce qu'il sait qu'une justice juste ne peut pas les rater. Vous me rétorquez et j'ai donné des exemples que par rapport au principe de l'orthodoxie financière, on ne peut dépenser que ce qui a été budgétisé. Et j'ai donné des exemples. Vous me rétorquez, vous dites, mais les 100 jours n'ont pas été budgétisés. Mais vous venez d'affirmer ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas le juge de Matata, malheureusement. Non, je suis son juge parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable congolais. Alors, mais comment vous le sacrifiez sans l'avoir entendu? Non, mais écoutez, il a refusé l'opportunité d'être entendu. Monsieur Kitenge, dernier tour de table pour ce sujet. C'est d'ailleurs là le problème. Oui. Pourquoi est-ce que les sénateurs ont refusé la levée des immunités de Matata? Parce que Matata... 49 sénateurs Matata n'avait pas été entendu. Si j'ai bonne mémoire. Je suivis mon frère Fumutoto parler de l'IGF. Mais l'IGF aujourd'hui, c'est un instrument qu'on utilise contre les potentiels candidats du président de la République en 2023. C'est sûr et c'est clair. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de vanter l'IGF? Un inspecteur général des finances, dont la tutelle est le président de la République. C'est un service de la présidence de la République. Quand on produit son rapport, on n'a pas besoin de le mettre sur la place publique. On n'a pas besoin de produire un rapport militant, un rapport partisan. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'IGF a produit un rapport sur Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aurait de trouver 58 millions de dollars. C'est 78 millions, quelque chose comme ça. Mais c'est l'enveloppe totale du montant pour le maison. On a jugé Vital Kamerhe, on le condamne à 14 ans de prison. Ne nous amenez pas dans la digression. Pourquoi Monsieur Kitenge, parler de pas la de justice? digression. Aujourd'hui, la justice, elle est politisée. Il est tout à fait normal que le sénateur puisse prendre cette décision. C'est une prise de conscience. Pourquoi? Parce que la justice est politisée. La justice, elle est en train de s'acharner contre un camp, contre des adversaires politiques d'un régime, tout en étant passif de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis surpris sur ce plateau que le professeur à mes côtés puisse évoquer, à chaque fois qu'il était en train de parler, il puisse évoquer la Constitution de la République a dit ceci, la Constitution de la République a dit cela. Un professeur d'université, venant de l'IDE, il est de l'UDPS. Mais non, vous avez piétiné cette Constitution. En 2004, quand nous mettions en place cette Constitution, l'UDPS ne reconnaissait pas cette Constitution. Vous avez même marché ici, sur le boulevard du 30 juin, nu. La loi. Pour dire que la Constitution, c'était une Constitution que Kabila nous a donné, une Constitution de Rwandais. Mais aujourd'hui, votre référence, c'est la Constitution, la loi d'habilitation. La loi d'habilitation. Pourquoi le rejet? Est-ce que c'est vraiment l'indépendance, la vraie indépendance de cette chambre basse du Parlement, ou c'est un motif de chantage? Avant de proposer la loi d'habilitation, on discute entre majorités. On explique aux députés la quintessence, l'esprit, la lettre de cette loi, l'intérêt de cette loi par rapport à la population de la République, parce que les élus sont le représentant de la population. Mais il ne faudra pas amener les élus comme il faudra pas les traiter comme de moutons. Vous amenez une loi que vous avez discutée, je ne sais pas où, vous voulez les faire gober, non. Il ne faudra pas faire du président ou bien de ce régime un régime dictatorial. Voilà, Mpinda. Voilà. Oui, rapidement, Mpinda. Calmos.
Je voudrais... Il faut aller vers la question, il ne faut pas, parce que tu as tendance à me répondre. Non, il faut répondre à la question qu'on te pose là-bas. Faites le même exercice que moi, c'est-à-dire lorsque je serai en train de parler, calmez-vous. Je voudrais vous aider à comprendre certaines choses, puisque vous le dites, on a comme l'impression d'avoir affaire à un enfant qui apprend juste à peine les choses. Vous savez, l'UIGF a 2 autorités de tutelle. L'UIGF a la présence de la République comme étant une autorité de tutelle administrative et aussi une autorité judiciaire, c'est-à-dire le parquet. Okay? Lorsqu'il agit en tant qu'OPJ, il accompagne le parquet dans la mission de rechercher les infractions. Et lorsque la clameur publique s'ensuit, n'allez pas demander à l'IGF, puisque lorsqu'il communique, il répond, il réplique aux attaques qu'il reçoit ça et là, n'imputez pas ou abusivement une quelconque responsabilité à l'IGF. Je voudrais revenir sur ce qui avait été dit de l'autre côté ici. On prétend que le parquet, plutôt qu'est-ce que j'ai dit, le Sénat était dans ses compétences de poser la question. Ah mais non! Mais c'est une violation de l'article 9 dont vous avez évoqué ici de la Constitution. 19 que vous avez... Oui, 19, vous l'aviez évoqué abusivement. Vous aviez prétendu donner de leçons à un parquet et le parquet vous a... Non, il ne devait pas en principe, il devait vous déférer devant un juge compétent pour éventuellement statuer sur la compétence. Même le parquet n'est pas habilité à statuer sur la compétence d'une juridiction. On parle d'une juridiction. Le parquet ne fait pas partie d'une juridiction. Elle est rattachée à une juridiction. On dit parquet prêt. Et il faut comprendre une chose. Lorsque le procureur paie la Cour constitutionnelle, saisit le Sénat, oui, profitez-en et apprenez. Lorsque le parquet prête la Cour constitutionnelle... Non, je sais que je suis en train de dire, c'est les gesteurs que vous avez. Vous ne pouvez ne pas l'être. Lorsque le procureur prête la Cour constitutionnelle, saisit, en lieu et place du parquet prête la Cour, mais ils sont tenus par le principe de l'unicité. C'est le parquet. C'est-à-dire que l'action peut venir... Pardon? Mais ça vient faire quoi? Moi, je dois parlez de la compétence que vous êtes en train de vous embrouiller. Nina ne peut être soustrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Mais quelle est la compétence du juge? Quelle est la compétence? Oui, je vous réponds. Quelle est la compétence? Être soustrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Maintenant, si je trouve que celui qui veut me juger n'a pas qualité de me juger, je dois attendre les juges ou bien c'est moi qui dois lui dire que regardez comme ça. Mais là, vous devez le dire devant un juge. Non, c'est faux. Oh là là. C'est faux. Oh là là. Voilà. Quel est le juge compétent des faits commis par Matata Ponyo lorsqu'il était Premier ministre? Mais ça, c'est pas ça mon débat. Non, mais c'est ça que vous dites sans toutefois le comprendre. C'est la question du juge compétent. Oh là là. Est-ce que moi j'ai dit ça? C'est pas ça que vous avez dit. Oh là là. Il parle du juge. Alors, on évolue. Oh là là. C'est qui mon Oh là là. C'est qui mon s'il vous plaît, du juge compétent. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit ça. Oh là là. Mais là, vous dites être José Kimono, un téléspectateur, c'est un homme responsable, je ne cite pas son nom. Bonsoir Fabien, juste une contribution à l'émission. Nous constatons la mort d'Alam que notre chambre haute n'est qu'une forteresse où se terrent des pillards d'hier. La décision prise par les sénateurs n'est qu'une, bon c'est 49, n'est qu'une catastrophe grecque. Les loups ne se mangent pas entre eux, mais ils finissent toujours dans les pièges de l'homme. Merci. Alors, je voulais dire une chose. Je dis par exemple, moi je ne considère pas que la Chambre basse a été votée directement. Quand tu regardes le vote par liste, ça veut dire que je pouvais voter une personne par son programme social et quelqu'un va dans une liste, une grosse liste, et c'est lui qui passe. Que même la Chambre basse, il n'y a pas eu de vote direct. De deux, je voulais dire aussi pour les États-Unis, on ne peut pas aujourd'hui condamner Donald Trump. Pas parce qu'il a l'argent, mais à cause de son électorat. Est-ce que vous allez me dire qu'on n'a pas, levé l'électorat de Matata Ponyo parce qu'on a peur de son électorat? Des immunités. Des immunités, oui. Ce n'est pas à cause de son électorat. Ouais. Aujourd'hui, on a peur de Donald Trump parce qu'on sait qu'il a gagné 40+%, et n'importe quel sénateur qui va contredire dans le parti républicain, il peut lancer une attaque pendant les élections. Mais ce n'est pas le même cas, je dis, en RDC. Je dis, on peut en débattre aujourd'hui, on peut parler de la loi, on peut parler de tout. Mais je voudrais, moi, à mon égard, parlons de 2023. Est-ce qu'on peut changer le système de sélection qui a beaucoup plus une approche sur le socio-économique du Congo de demain? Parler de la loi électorale. De la loi électorale qui peut avoir un impact sur le socio-économique des citoyens. Donc ce que nous vivons dans les deux chambres, ce sont les conséquences
d'une loi électorale qui taillée sur mesure. taille sur mesure. Tant qu'on a une loi qui vote indirect ou par liste, on n'aura pas vraiment l'expression de la population sur le plan socio-économique. Voilà, professeur Chilumbaye, on termine avec vous pour ce premier sujet. On aborde le second. Je tiens à rappeler que l'IGF n'est pas un service de la présidence de la République. Non. L'IGF, c'est un service public rattaché à la présidence de la République. Tous les services publics de ce pays sont rattachés à une institution ou à un pouvoir. C'est ce que prévoit d'ailleurs la loi organique de 2016 qui répartit les services publics rattachés au pouvoir central, aux institutions centrales et les services publics rattachés aux provinces. Vous n'allez pas dire que tous ces services-là ont perdu de leur autorité parce qu'ils sont rattachés à une institution. Nous parlons de chambres du Parlement. Non plus le président Tshisekedi qui a rattaché l'IGF à la présidence, il a trouvé ce fonctionnement comme cela. Mais avant, l'IGF dépendait directement du ministère des Finances et non du président de la République. Du ministère des Finances. Je dis bien, ce n'est pas Tshisekedi qui a rattaché l'IGF à la présidence de la République. Il a trouvé l'IGF à la présidence de la République. Mais on dit que c'est devenu un instrument de démolition des potentiels challengers. Est-ce que tu veux que notre peuple retienne que l'IGF n'est pas une institution de la présidence, mais plutôt un service public rattaché à la présidence? Si on suppose que la présidence de la République manipule l'IGF, ça signifie que tous nos services publics presque sont manipulés à ce jour par les institutions auxquelles ils sont rattachés. Maintenant, l'IGF comme OPJ, on vous l'a rappelé ici, tout ce qu'on semble vouloir nous dire que l'IGF ne devrait pas communiquer, l'OPJ, lorsqu'il enquête, il n'y a pas d'interdit qu'il communique sur les enquêtes. Bien évidemment, il y a des aspects de l'instruction qui ne peuvent pas être dévoilés. Mais lorsque l'IGF dit « Je trouvais qu'à Bukanga-Lonzo, c'est l'affaire qui concerne 6 personnes à ce jour couvertes de l'immunité parlementaire, il n'a cité personne, c'est son droit d'en parler. » De l'autre côté, on me dit non, lui il est prof, comment il peut être un prof de l'UDPS? Non, moi je vous rappelle que les professeurs, nous sommes un métier libéral en fait. Nous avons cette liberté d'adhérer aux partis politiques et d'accumuler même les fonctions parce que ce n'est pas une fonction publique en tant que telle. Moi, je peux être avocat, je peux être mandataire, je peux être député, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça n'a pas d'incompatibilité. Et personne ne limite ma liberté d'appartenir à un parti politique. Encore que moi, je n'ai pas adhéré à l'UDPS comme les gens qui avaient adhéré au pouvoir FCC ou PPRD. Moi, je militais à l'UDPS. Merci des éléments de réponse. Je voulais juste poser un petit mot sur la question des compétences. Par rapport à ce que mon frère Fumontoto venait de dire. Non, ici c'est un problème de clarification. La compétence, j'ai insisté ici, encore pour ce qui concerne les hautes juridictions, il est des principes qu'elles ont la compétence de leurs compétences. Ça signifie qu'en dehors de ce qui est écrit clairement dans les textes, une haute juridiction a la compétence, c'est-à-dire elle peut la déduire de la répartition. Oui, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Voilà. C'est pour vous dire ici que... Non, je suis en train de... Qu'est-ce que j'ai dit? J'atterris. C'est pour vous dire en fait qu'il ne revient pas au Sénat de dire je ne livre pas un justiciable parce que la Cour constitutionnelle n'est pas son juge. Exactement. Le juge statue à 2 niveaux. Tout tribunal qui est saisi se pose 2 principales questions avant d'instruire. Premièrement, est-ce que je suis compétent pour connaître de cette question? Oui. Est-ce que la requête ou la recette présentée devant moi est recevable? C'est seulement à ce prix-là que le juge vient dire ok, merci. Mais sinon, vous n'allez pas dire de juge de manière tout à fait péremptoire, non, tu n'es pas compétent et puis je ne viens pas me présenter. Nous abordons le 2 petits sujets, mais d'une importance capitale au-delà des couleurs politiques au Congo ici, le changement à la tête de l'État d'Israël, ou l'État hébreu, quelles implications dans le monde, et avec aussi le nouveau locataire à la Maison Blanche, et quelles implications également en RDC.
Fumutoto Basanga. Très rapidement dans ma question, je n'ai pas enquêté dans Nyongote. Il s'agit de dire ceci, parce que c'est jeudi. Fumutoto, on est au... Le Premier ministre en fonction est jugé par la Cour constitutionnelle. Le sénateur est jugé par la Cour de cassation. Si moi je suis Premier ministre et qu'on veut me juger par une autre juridiction que le juge ne me reconnaît pas, et suis-je empêché de dire au juge qui m'interroge que non, s'il vous plaît, mais je vous ai donné une disposition, il fallait l'interpréter, me contredire. Nul n'est peut être soustrait contre son gré du juge que la loi lui a dit. Mais je le fais devant le juge. On peut correspondre, s'il vous plaît. Il ne faut pas contredire quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, surtout que vous êtes des avocats. Je reviens sur la question. Et mon frère Pinda prétendait m'enseigner. Vous invitez d'enseigner votre enseignant. Vous m'amenez encore, s'il vous plaît. Vous m'amenez encore à cette affaire du Parlement. Je suis dans la Nous question. sommes dans le changement en Israël. Moi, je suis d'abord un serviteur de Dieu. Je crois à la Bible, je crois à la parole de Dieu, je crois à la révélation de Dieu à travers les prophètes, confirmée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On dit qu'Israël est l'horloge. La Bible dit, Genèse chapitre du 12, monde. Je bénirai ceux qui te béniront. Nous disons que Mobutu avait tort d'avoir rompu des relations avec Israël. Du point de vue de l'exo-politique, c'est-à-dire l'analyse des questions politiques avec la dose spirituelle. Hérode était un homme politique. Pilate, lorsqu'on voulait tuer Jésus, il a eu un songe de sa femme et il s'est comporté politiquement. Donc, le fait pour Tshisekedi d'avoir remis le Congo en alliance avec Israël, pour nous les hommes spirituels, c'est déjà un bon départ. Netanyahou est parti après une dizaine d'années. Mais seulement. C'est un nouveau leadership à la tête de ce pays. Et puis, il y a une nouvelle administration à la Maison-Blanche. Voilà les implications. Maintenant, alors, si le fait de s'attendre avec Israël, maintenant je suis scientifique, je critique ma foi. Si donc le fait de bénir Israël, on serait béni, alors que Moutava de rompre ses relations était en relation avec Israël. Est-ce que nous étions bénis, le pays était développé par le fait que nous étions en alliance avec Israël? Donc la foi et la science en conflit, il faut les construire dans la conscience politique. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un changement. Le Premier ministre qui vient de quitter lui-même était champion de l'immoralité et de la malgouvernance en Israël. S'il est parti, je pense que si l'autre qui vient va entrer dans le sens de la bonne gouvernance et que nous sommes sur la volonté de Dieu maintenant, revenir en alliance par le Félix Tshisekedi, nous pensons que nous allons tirer les conséquences. Israël est un modèle parce que c'est un pays dont le PIB est connu, le nombre d'habitants est connu et le taux de chômage est à 2%. Et donc, si mon président peut aller vers ce pays-là, en tirer un modèle, le Congo ne peut qu'en bénéficier. J'insiste et je termine en disant que pour nous de la troisième voie, si le Congo fasse se retrouver, nous prions. Voilà, Israël a déjà posé le premier pas. L'ambassadeur qui est en poste à Luanda est également accrédité auprès du gouvernement congolais ou de l'État congolais. Il a déjà présenté ses lettres de créance à Félix Tshisekedi, alors que Kinshasa traîne les pieds. Même pour envoyer un ambassadeur responsable à Kigali, ça prend du temps. Il faut attendre peut-être encore 5 ans pour le faire. Chez nous, on croit que le temps est toujours notre ami, notre allié. Kigali a déjà dépêché un ambassadeur ici, mais nous, de l'autre côté, il n'y a que cette dame chargée d'affaires. Ça fait autant d'années. Moutabazi, dites-nous, on revient à vous avant de revenir aux autres. Quelle implication pour... Je regarde d'une autre façon. Moi, je ne suis pas croyant. Et je vais en Israël. Non, nous quittons vos croyances. Il a dit qu'il était croyant. Nous quittons vos croyances. Permettez-moi qu'il a dit ça. Et moi, je veux dire que moi, je n'ai pas... Moi, je dis que l'État d'Israël, on ne doit pas avoir de relation avec. C'est un État apartheid. Quand vous êtes en Israël, vous allez comprendre ça. Même si quand son PIB est trop bas, c'est parce qu'ils ont trop d'aide des États-Unis. Je dis, on n'a pas affaire à l'Israël. Jusqu'à ce qu'ils règlent leurs problèmes entre Palestiniens et Juifs. Je dis non, c'est un Israël qui n'est pas un modèle pour le monde. Et ça, c'est pas. Ils ont joui depuis les années 60, 80, la guerre mondiale pour dire génocide, génocide, génocide. Ils en ont profité, ils en ont fait une économie dessus. Mais après, c'est eux qui maltraitent les Palestiniens. Je dis, on doit laisser. C'est un point chaud qu'on ne doit pas y aller. Si vous êtes pro-palestinien, c'est votre affaire. Alors, mais moi, autour de cette table, quelle implication dans le monde... Je voulais finir avant qu'on me rappelle. Oui. C'est pour ça que je dis, on ne doit pas y aller parce qu'en fait, c'est un point chaud. C'est une patate chaude.
On n'est pas prêt, on n'a pas une maturité économique et sociale pour y entrer. On doit laisser ça. Et l'implication en soi sur le monde du changement de gouvernement, c'est compliqué. On a un Premier ministre extrémiste juif qui a dans la coalition un parti islamique arabe. On ne sait pas comment ils vont... C'est la première fois qu'on a un parti arabe islamique dans une coalition. On ne sait pas encore. On ne sait pas comment ils vont résoudre le problème de la Palestine. Ce n'est pas le temps. On ne doit pas avoir un diplomate, un ambassadeur israélien ici, tant qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes internes. Sinon, on est en train de, comment on appelle ça, approuver un système d'apartheid. Voilà, ça c'est votre point de vue. On sent que vous défendez beaucoup la cause palestinienne, Oui. mais en étant objectif. Alors, Je ne sais pas cacher. Jimmy. Il vient de se dévoiler. Jimmy, Non, je ne sais pas. le président Kabila, il a aussi beaucoup traîné les pieds pour renouer avec Israël, même si les relations n'étaient pas aussi mauvaises. Félix Tshisekedi s'est déclaré ami de l'État hébreu, ami d'Israël et tout ça. Netanyahou est parti. C'est un nouveau leadership. Alors, comment bouger les lignes? Merci beaucoup pour la question, mais je ne pourrais pas directement répondre à la question sans pour autant rencontrer les professeurs à mes côtés. Cher professeur, j'ai dit ceci et je répète, très cher professeur, vous êtes professeur de droit. Est-ce qu'on peut... Il est inconcevable que votre parti que vous venez représenter ici sur ce plateau, est-ce qu'on peut revenir au sujet? nous présenter un programme qui nous a coûté 580 millions de dollars dans la rue et vous jetez de l'opprobre ou du discrédit sur une institution qui est le Sénat. Deuxièmement, cher professeur, monsieur l'inspecteur général de finances, pas parce qu'on a de soupçons de corruption d'un ou deux sénateurs qui lui est permis de traiter une institution de la République d'un refuge des voleurs. Vous êtes professeur, ce qu'il a fait là, c'est Vous répétez les choses que vous avez dit. Normal que les sénateurs puissent refuser ce genre de pratiques. Après ça, parlons d'Israël et de l'Amérique. Moi d'abord, je commence par l'Amérique. L'Amérique a un nouveau leadership. Les démocrates au pouvoir, j'ai toujours craint les démocrates. Parce que par ma petite expérience, quand les démocrates sont au pouvoir aux États-Unis, c'est une prolifération des guerres en Afrique et d'instabilité. Mais de l'autre côté, quand c'est les républicains qui sont au pouvoir, c'est les Moyen-Orient qui brûlent. Donc nous devons être très prudents, très conscients. Nous en savons quelque chose avec Bill Clinton. L'opération turquoise au Rwanda, c'est Bill Clinton. L'instabilisation de nos frontières, l'instabilité de nos frontières, 800 000 Rwandais que nous avons reçus, c'était toujours Bill Clinton. Brazzaville a connu le même problème, l'Angola, le Libéria, tout ce pays d'Afrique, c'est Bill Clinton qui nous a laissé énormément de conflits. Donc quand les démocrates sont au pouvoir, il faut être très prudent et très regardant, sinon le pays risque de tomber dans le chaos. Mais de l'autre côté, Israël, nous quand même avec le président Kabila, nous nous sommes battus, nous avons fait évoluer énormément nos relations avec Israël, bien que ça n'a pas abouti à ce que nous voulions comme résultat. Mais nous avons quand même travaillé sérieusement avec Israël. Vous vous rappellerez que l'Israël nous a aidés pendant la francophonie. Nous avons travaillé en partenariat avec Israël pour organiser la sécurité de tous les VIP qui devaient venir ici en République démocratique du Congo. Ça veut dire que nous avions de très bonnes relations, de très bons rapports avec le gouvernement israélien, au-delà du fait que mon ami est du côté trop palestinien. Mais moi, chrétien aussi, j'ai toujours une position en faveur d'Israël parce que la Bible nous dit que celui qui bénit Israël, il est béni. C'est comme ça que moi je réfléchis. Alors, Richard Mpida, avant de boucler avec professeur. Oui. Vous savez, cette émission a un caractère pédagogique. Il ne faudrait pas que ceux qui nous suivent restent avec des zones d'ombre. Je voudrais je vais retourner un peu en arrière par rapport à tout ce qui a été dit ici. Je vais faire vite. Nous sommes au sujet. Non, c'est important, c'est impérieux. Nous sommes au sujet. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Monsieur Mpida, nous sommes au second sujet. J'insiste sur cette question de la compétence. Elle est impérieuse. Si vous traînez, c'est le professeur. Il n'y a pas de problème, le professeur prendra la parole. Donc, je voudrais revenir sur ce qui suit. En fait, quand on parle du juge, on ne fait pas allusion au parquet. Le parquet n'est pas constitué des juges. Les parquets ne jugent pas non plus. Le parquet instruit pour préparer les dossiers en vue de les transmettre à un juge qui doit statuer sur cette question de compétence. Je voudrais revenir maintenant sur cette question d'Israël et des États-Unis d'Amérique. Moi, personnellement, je n'attends rien de la communauté internationale. Je sais que l'Afrique ne sera jamais développée avec l'aide de la communauté internationale. Je vais vous prendre des cas pratiques.
Aujourd'hui, vous sentez, c'est tout le monde qui se précipite pour les élections. Et pourtant, les élections, c'est constitutionnellement prévu. Vous avez vu la sous-secrétaire d'État américain venir chez nous ici pour marteler sur cette question Vous en parlez directement. La sous-secrétaire d'État américaine chez nous, au-delà de cette visite, quelles sont les grandes leçons à tirer? Voilà. Il a rencontré Martin Fayoulou, a-t-on appris, on vient pour organiser un potentiel dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour que la République démocratique du Congo se développe, il faut que nous revenions sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'en soi, il faut que l'État fonctionne normalement. C'est-à-dire que les institutions de la République fonctionnent comme il se doit. Mais je pense que devant cette situation telle qu'elle se présente, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, lorsque nous avons crié à la communauté internationale, les Américains nous disons dès que ce sont nos partenaires privilégiés. Mais où est-ce qu'ils sont lorsqu'il s'agit de nous accompagner sur le développement de la République démocratique du Congo? Ils ne sont pas là. Lorsqu'il s'agit de nous apporter, comment dire, une contribution logistique pour lorsque le président de la République se retrouvait quelque part où il a parlé de l'accompagnement logistique qui devrait nous aider à mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, mais rien ne s'est fait. Ils viennent vers nous pour nous parler des élections. Il faut comprendre que les dessous des cartes, c'est la révisitation des contrats miniers, aujourd'hui par exemple. Parce qu'ils se disent que, puisque nous ne trouvons pas notre intérêt, il faut aller vite. C'est un prétexte. Les fameux droits de l'homme, c'est un prétexte. C'est juste un moyen de pression c'est un moyen de pression à revoir les contrats miniers. Tout à fait. Alors qu'eux-mêmes n'apportent rien. Ils n'apportent rien. Il faut qu'on se le dise. Il n'y a que des promesses. Il faut qu'on dise des choses ouvertement. Où nous en sommes arrivés aujourd'hui, quel est l'apport de la communauté internationale dans les développements de la République. Alors, droits de l'homme, on commence à venir droits de l'homme, on parle 2023, alors qu'on n'a rien donné à Félix Tshisekedi pour faire face à la guerre, pour faire face aux défis de développement socio-économique. Alors, on a une coopération stratégique en l'air. Ça, nous sommes habitués. Les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Le changement des politiques ou des gouvernances à la tête d'Israël et des États-Unis ne changerait probablement rien pour nous si nous ne nous accommodons pas à cette diplomatie internationale qui veut que chacun se fasse prendre au sérieux avec des déterminants précis d'une politique avisée. Ici, nous, on ne va pas aller régler le conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Tant les États arabes eux-mêmes sont en train petit à petit de se réconcilier avec Israël qui est un interlocuteur sérieux auprès du grand frère américain. Nous avons quel intérêt à aller nous résoudre à vouloir régler le conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Ce qui est le plus important ici, moi je sais que pas pour des raisons religieuses bien évidemment, pour des raisons de la réelle politique. Israël c'est un État sérieux qui sait se faire respecter, qui a pris du temps pour s'entourer de relations les plus importantes qui soient dans le monde moderne et qui protège son indépendance, et par Israël qui est un pays aussi très évolué dans certaines technologies dont nous pourrons avoir probablement besoin nous, qui ne sont pas que militaires, aussi agricoles. Moi j'ai été en Israël, j'ai vu des champs en étage et ça c'est de l'expérience dont nous pouvons avoir besoin, mais quitte à ce que nous mettions en place des politiques attractives, des politiques qui nous fassent prendre au sérieux par rapport à d'autres États. Ce politique relève premièrement dans la structuration politique, notre système politique qui doit de plus en plus être assaini, comme nous avons vécu cette expérience d'alternance. C'est aussi dans la valorisation du capital humain. Nous devons améliorer notre système éducatif pour que nos enfants aient la possibilité d'assimiler dans cette interaction les possibilités de ramener chez nous l'expérience des autres. Nous devons, même notre système infraculturel, nos églises ici ne doivent pas être que de prêches pour amener des djinns en Arabie Saoudite, à la Mecque, à Rome. Il faut aussi que nous réfléchissions comment cette spiritualité peut
faire du Congo un centre du monde et de l'Afrique. Et voilà, merci professeur, mais vous avez oublié juste la petite question en rapport avec d'abord la visite de la sous-secrétaire d'État américaine. On vous dit droits de l'homme, qu'est-ce qui se cache derrière alors que les milliards ne tombent toujours pas et pourtant ils ont beaucoup d'argent. On n'aide pas le président Tshisekedi. Les droits de l'homme. On a une coopération, les droits de l'homme, un partenariat stratégique mais verbal. C'est longtemps qu'ils ont toujours été un discours moralisant pour des objectifs de la politique internationale. Nous avons connu le régime Mobutu qui a bénéficié de beaucoup d'accompagnement économique. Ce n'était pas bien sûr dans notre intérêt, mais qui était un régime grand violateur des droits de l'homme. Mais des millions sont quand même venus ici, avec lesquels lui pouvait s'acheter des concordes pour les mariages de ses filles. Et là, on n'avait pas tenu compte des droits de l'homme. Je veux dire ceci. Merci professeur. Jo, sur États-Unis RDC. États-Unis RDC, même s'il y a un changement aux États-Unis, on n'est pas structurellement adéquat pour en profiter. Aujourd'hui, vous parlez, par exemple, pour que le pays se développe, on a besoin d'un gouvernement qui fonctionne. Je dis non. Parler de l'agriculture, je dis non. On ne pose pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est la pauvreté. Et l'État en soi, ce n'est pas celui qui va résoudre. On doit parler de la pauvreté. Elle est venue avec cette affaire des droits de l'homme. C'est notre faute. C'est un chantage. C'est un chantage. Une pression sur Tshisekedi, Félix. Non seulement ça, c'est un piège qu'on s'est fait. Tant qu'on ne va pas prendre, tant qu'on ne va pas parler, on passe des journées à parler, la loi, tout ça, mais on ne parle pas des idéologies économiques modernes. Aujourd'hui, on doit parler du SMIC. Aujourd'hui, si vous... Monsieur, on rentre dans les relations États-Unis et je suis en train de dire ceci. Oui. Les relations des États-Unis et de nous, leur agenda est basé sur nos visions, nos passions. Ils ne vont pas faire la même chose au Japon. Ils ne vont pas faire la même chose en Chine. Parce que ce que la Chine parle et demande, c'est autre chose. Nous, on parle des élections, on parle de crédibilité, on ne parle pas de pertinence. On se met le piège dans le... On peut réviser le contrat minier, ça ne va rien changer en RDC. Ça ne va rien changer. Parlons du SMIC. On peut réviser comme on peut. On s'est fait ce piège-là pour qu'ils viennent nous brandir et nous faire le chantage. On les rend la vie facile. Alors, donc, ces gens, il faut les regarder, pas avec totale confiance. Il faut s'assumer à l'interne. Fomototo, merci. Richard Pinda, également José Kimonyo et professeur Jean-Claude Chilumbaï, sans oublier Jimmy Kitenge. Merci d'avoir partagé avec nous ce sujet. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à en discuter. Oui, dans vos salons respectifs. Nous, tout à l'heure, dans les couloirs, on prend assez de temps pour le faire. Suivez-nous en rediffusion samedi à 9h et dimanche à 11h, heure de Kinshasa. Portez-vous très bien sur Télé 50. Au revoir. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout